Voilà, on va attendre les derniers retardataires. Si on va leur faire un signe de l'autre côté ou on va commencer. Voilà, on l'aura déjà dit. Deuxième table ronde de cette matinée consacrée au logement, avec cette question: comment assurer de bonnes conditions de logement pour tous. On va évidemment beaucoup parler au centre de ce débat de la loi Elan qui a été adoptée en juin dernier. Voilà, qui dérégule le secteur et qui est censé faciliter le droit à la construction. Pour autant, cette loi ne règle pas tout, puisque le nombre aujourd'hui, on va donner un chiffre, confronté à la crise du logement a continué de croître au cours de ces dernières années. Je vais vous donner des chiffres de la Fondation Abbé Pierre. C'est près de 4 millions de citoyens qui sont mal logés et plus de 12 millions fragilisés, donc chiffre de la Fondation Abbé Pierre. Donc la problématique du logement, on le sait, ne peut se réduire au simple fait de faciliter de nouvelles constructions. On l'a un petit peu évoqué lors du précédent débat. Pour en débattre avec nous aujourd'hui, Martin Schouter, bonjour. Vous êtes coordinateur chargé de l'accès au logement SIAO 75. Jean-Louis Dumont, président de l'Union sociale pour l'habitat, bonjour. Dominique Estrosi-Sassonne, sénatrice des Alpes-Maritimes et rapportrice de la loi Elan. Stéphane Peu, député on se connaît, c'était vu il y a quelques temps, de Seine-Saint-Denis, et Sophie Rousseau, directrice générale des opérations de Cartus, représentée, donc promoteur. 4 millions de mal logés. On a parlé ce matin de la grande métropole, phénomène de centralisation. Est-ce que ces phénomènes de centralisation, de regroupement, accentuent encore un peu plus cette crise du logement? Comment on en sort? Qui veut commencer? Vaste question ou... Stéphane Peu. Allez. Jean-Louis, il aurait été très bien pour commencer. Comment on en sort? Voilà, on prend les chiffres de la Fondation Abbé Pierre qui sont alarmistes. En fait, on n'a pas trouvé encore de bonne solution. On n'en sort pas comme on essaye de le faire aujourd'hui. Bon, voilà. D'abord, la crise du logement, elle a souvent été vue il y a quelques années comme une crise, surtout des métropoles et de ce qu'on a appelé les zones tendues. Or, il se révèle, et d'ailleurs la crise des Gilets jaunes en témoigne pour une part, c'est que la crise du logement n'est pas seulement un problème métropolitain, elle se manifeste avec des aspects différents d'un endroit à l'autre, selon qu'il y a beaucoup de tensions sur le marché ou pas de tensions, mais partout sur le territoire national, des zones les plus rurales aux villes moyennes, en passant par les grandes métropoles, on assiste à une crise du logement. Alors elle a des aspects différents, mais partout, le coût du logement dans le budget des ménages a été, ces 15 dernières années, le premier facteur de dégradation du pouvoir d'achat. Le premier facteur. Et partout sur le territoire national. Alors avec des proportions différentes, il est fréquent de rencontrer en Île-de-France une part du logement dans le budget des ménages qui puisse atteindre 40, 45, voire 50% des revenus du ménage. Ce n'est pas forcément le cas partout ailleurs sur le territoire national, mais on a d'autres difficultés. Je passe vite sur un sujet qui pourtant devrait être traité avec beaucoup plus d'ampleur. Nous sommes dans un pays où il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire. Il n'y a plus de plan. Alors le plan, moi je ne suis pas un fétichiste des mots, on peut appeler ça autrement, mais il n'y a plus de vision stratégique pour aménager le territoire. Ce qui fait que c'est un peu le désordre, et de ce désordre résultent des crises successives, des métropoles qui grandissent de manière désordonnée, des prix qui ne sont absolument pas encadrés et qui
deviennent extrêmement spéculatifs, que ce soit sur le foncier ou sur le logement. Et à côté de ça, des secteurs ruraux ou semi-ruraux qui se désertifient, où les populations partent et où les services publics s'affaissent. Et donc, ça n'a rien à voir. J'ai écouté tout à l'heure dans la table ronde précédente quelqu'un qui disait, c'est monsieur qui disait, on pourrait se passer des logiques métropolitaines de concurrencer absolument à tout prix les grandes capitales mondiales. Peut-être, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la façon dont la France évolue dans l'aménagement du territoire est très éloignée de son histoire et de ce qui avait aussi fait sa force. C'est-à-dire un certain équilibre à la fois des ressources, de l'économie, de l'emploi, des entreprises. Il y avait certes des spécificités selon les endroits, mais il y avait un certain équilibre, ce qui faisait que la démographie dans notre pays, la croissance était relativement partagée, avec des hauts et des bas, mais était relativement partagée sur l'ensemble du territoire. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et donc on ne peut pas, sur l'aménagement du territoire comme sur le reste, laisser le marché seul dicter sa loi, qui est une loi souvent tournée vers la concentration des richesses et de la production en quelques endroits. Ça a une conséquence immédiate sur le logement, c'est que forcément, plus l'emploi se concentre sur quelques zones, plus l'économie se concentre sur quelques zones, plus les emplois y sont, plus les emplois y sont, plus les gens s'y déplacent, plus ils s'y déplacent, plus il y a besoin de logement, et plus il y a besoin de plus il y a de surenchère. Et plus il y a de spéculation. Donc, moi, et c'est peut-être là où on aura quelques différences sur la table ronde, je pense que, en fait, de la même façon, j'ai entendu une phrase dans les vœux du président de la République qui m'a surpris parce qu'elle arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. Il n'y avait pas de phrase d'avant, il n'y avait pas de phrase d'après. Et ça m'a laissé, j'entends encore aujourd'hui, très interrogatif. Mais enfin, il a dit nous vivons une période où le capitalisme ultralibéral et financier va vers sa fin. Bon. J'avoue que j'étais interloqué, parce que pour moi, il en était l'incarnation à peu près parfaite. Et donc, je me suis dit qu'il y avait presque une négation de sa personne à travers ce propos. Et donc, je pense en tout cas que le fait d'avoir confié et l'aménagement du territoire et l'essentiel des réponses en matière de logement au seul marché, et la loi Elan en est une preuve supplémentaire, est une erreur. Non pas que le marché n'a pas sa place, mais que dans ce pays où on a toujours travailler sur une mixité de l'économie entre le public, un secteur public et un secteur privé pour répondre à la question du logement. Quand je dis un secteur public, ce n'est pas un service public, c'est un secteur de l'économie socialisée, avec notamment le secteur HLM. On est en train d'affaiblir la réponse publique à la question du logement, qui est une réponse complémentaire, régulatrice, équilibrée, et ce faisant, en affaiblissant cette jambe publique, on affaiblit l'ensemble de la réponse à la question du logement au détriment des populations, et notamment des populations modestes. Voilà, je pourrais développer si vous voulez, bien sûr, mais voilà, premier élément de réponse. Jean-Louis Dumont. La table ronde précédente était fort intéressante car chacune, même les intervenantes, a parlé du logement et de l'hébergement. Deux sujets d'actualité, parce que, vous l'avez indiqué, il y a des demandeurs. Alors en effet, il existe un service national de l'enregistrement. 2 millions d'inscrits dans ce registre national. Ça couvre l'ensemble des territoires. Parmi ces 2 millions, il y a au moins peut-être 30% de locataires résidant dans un logement d'une des familles du monde HLM et qui souhaitent simplement une mobilité parce que la famille s'est recomposée, a augmenté, a diminué. Une personne
veuve a peut-être besoin d'un logement plus petit, les aléas économiques de la vie, les chocs qu'il peut y avoir chez les personnes avec une ressource moindre, lui fait abandonner un logement qui ne peut plus occuper du fait de sa fragilité économique, et donc au lieu d'avoir un T4, parce que la famille s'est dispersée, il revient. Et donc en Île-de-France, puisque je pense qu'on a un public surtout francilien, sinon de la grande métropole, non seulement il y a des demandes très fortes de logement, y compris de salariés qui dorment dans leur véhicule. Vous savez, à un moment donné, je siégeais à l'Assemblée nationale, et au moment où l'on a privatisé l'entretien des surfaces, donc ces nouveaux travailleurs de surface, agents, techniciens de surface, on a vu tout à coup une nouvelle population arriver, plutôt d'origine africaine, venant de très loin, et à force de leur dire bonjour le matin, un jour je me suis arrêté devant un groupe de femmes, 9 sur 10 sont des femmes, et je leur ai demandé où elles habitaient et comment elles venaient le matin travailler pour être là à 6h, 6h30. Voilà. Travail, certes, donc des salariés, mais à temps partiel, avec 1h30 de métro, de parcours, etc. Donc on a besoin, pour que fonctionnent bien nos institutions, pour que fonctionne bien l'ensemble des services économiques dédiés au tourisme et ailleurs, ou tout simplement dans les bureaux, ou dans les familles, il faut des personnels dont la fragilité économique ne leur permet pas d'habiter dans un site, proche de leur lieu de travail. Moi, je viens d'une province et d'un milieu rural profond. Bon. Donc j'ai préféré connaître cette histoire. Quand je vais à Clichy-sous-Bois voir le Clair-Chêne, il y a 30 ans, on parlait déjà du chêne pointu. Copropriété. 30 ans après, on commence à le traiter. Et quelle solution on a trouvé? L'intervention du mouvement HLM, de 2 ou de 3 de ces familles d'une USA qui commence à répondre à la transformation, à la production de logements, pour que ceux qui résident dans ces immeubles, copropriété, donc espace public, vous savez la formule, le marché répondra à tous les besoins en logement. Ce sont des constructions privées, vendues pour que des gens deviennent propriétaires, ce sont donc des copropriétés. Alors, ceux qui initialement sont arrivés ne sont plus là, 30 ans après. Et donc on ne sait plus qui est propriétaire de certains de ces logements. Il y a des squats. Enfin, c'est intéressant à étudier. Le marché fonctionne bien, ça va. Au 3e étage, il y avait tout ce qu'il nous fallait pour éventuellement vivre un rêve plus où nous donner le sentiment de voir la vie en rose. Aujourd'hui, on construit. Aujourd'hui, on réhabilite. Alors je parle de on, nous, chaque organisme HLM, on lutte pour une énergie maîtrisée, le besoin énergétique maîtrisé. On se préoccupe de l'hébergement, on se préoccupe de tous les métiers qui demandent ou qui sont demandés pour le logement. Exemple, lorsque le ministre ou la ministre, parce qu'il y en a eu plusieurs qui se sont succédés, se sont préoccupés du nombre de lits en psychiatrie. Moi, dans ma petite commune, j'étais maire à l'époque, on a commencé à insérer dans le logement, alors social de fait et privé, ou du mouvement HLM, un certain nombre de personnes qui avaient des fragilités psychiatriques. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu non pas quelques personnes, mais beaucoup de personnes. Et il faut traiter cette
cohabitation, dans cette mixité sociale que beaucoup appellent de leur vœu, mais sans savoir ce que cela implique comme médiation, comme écoute, comme sécurité. On a parlé beaucoup des halls. Ah oui, les halls d'immeubles, de temps en temps, il s'y passe des choses. Mais il n'y a pas que dans le hall. Et j'ajoute que le logement, lorsque le logement est attribué, lorsque la clé est remise au nouveau locataire, le locataire entre dans sa propriété, alors privée, privative, même si le logement appartient à l'organisme HLM considéré. Donc on voit bien qu'il y a une évolution, mais toujours à partir du modèle économique qui fait que le locataire d'aujourd'hui amortit le bien dans lequel il est, mais aussi permet de construire le logement de 2025, 30, 40, 50, on construit sur 50 ans. Tout ça marcherait bien. Il y avait une montée en puissance. On était arrivé, alors je parle sous le contrôle de 2 parlementaires qui connaissent particulièrement bien le logement locatif, non seulement dans leur commune, mais aussi en France, et ce sont vraiment des spécialistes. Je suis donc un peu leur représentant, mais il faut que je fasse attention à ce que je dis. Or, aujourd'hui, on nous dit, c'est un modèle dépassé. Le mouvement HLM, 90 ans. Il y a même un office dans lequel je siège comme administrateur qui a une centaine d'années. Donc l'organisation s'est faite il y a 90 ans. Et nous allons tenir à Paris le 80e congrès. Et pendant ce temps, hier, j'ai passé 4 heures avec le ministre, avec les présidentes et présidents de fédérations. Je ne suis que le président d'une confédération avec 5 familles, donc avec une diversité de métiers, d'approches, de cultures, mais avec la même culture, la même mission. On répond, et on est au service de l'État, de la nation, on répond aux besoins. On accompagne le locataire. 4,5 millions de logements, presque 5, et 11, peut-être 12 millions de personnes qui logent dans nos quartiers, dans nos immeubles, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos immeubles qui présentent des services. Et on nous dit, ils sont vieux, ils sont dépassés. J'ai même cru entendre dans un grand débat national qu'il fallait nous mettre la pression pour évoluer. Mais qui a passé du temps sur l'innovation? Non seulement sur l'innovation au regard du bâti, nouveaux matériaux, avec des architectes, des professionnels, pour rendre toujours moins gourmand en énergie l'immeuble, plus confortable l'immeuble, qui anime ou fait émerger ce qu'on appelle l'habitat participatif, tant en locatif qu'en accession. Ce sont les HLM. Alors il y a beaucoup de sociétés, beaucoup d'organismes qui ne marquent plus HLM. Ils se donnent un titre un peu plus ronflant, pompeux, vendeur. Sauf que c'est toujours le même métier. Et on voudrait nous faire disparaître. Voilà. Je le dis avec gravité. Je le dis même des fois avec un peu de passion. Parce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour ceux qui ont fait peut-être un petit peu d'histoire politique, on veut faire aujourd'hui ce que Madame Thatcher a fait il y a une trentaine d'années en Angleterre et à Londres. On veut faire aujourd'hui ce que M. Schröder a fait en Allemagne il y a au moins 20 ou 30 ans. Schröder, c'était du temps de Giscard, à peu près. Non. Après. Non, Schröder, c'était début des années 2000. Oui, 2000, oui, ça fait 20 ans. Voilà, ça fait 20 ans. Bon, pardon. Alors, je vais m'arrêter là pour la première intervention. Simplement, aujourd'hui, on veut copier ce qui a été un échec. Un dirigeant allemand venant il y a 1 an au congrès HLM nous indiquait on a mis 15 ans à se remettre des opérations menées par Schröder, c'est-à-dire la vente à l'encan, la vente en bloc du logement locatif social. La semaine dernière, j'étais
Strasbourg au Parlement européen et la représentante de Vienne en Autriche, qui indiquait comment Vienne faisait de nouveaux lotissements, prenait à son compte du logement locatif social, a terminé son propos en disant ceux des villes, on était avec des villes métropoles, un petit peu comme ce matin, la ville, la commune qui a du logement locatif social ne peut pas les vendre, n'a pas le droit de les vendre. Alors, on a bien compris, le marché ne peut pas répondre à tout et certainement pas aux plus pauvres. On l'a compris aussi en ligne de mire, il y a plusieurs points de la loi Elan, dont vous avez été rapporteur, Madame Estrosi-Sassonne. Il faut réagir, c'est ce que vient de dire M. Jean-Louis Dumont. Alors, voilà, notamment sur les offices HLM. Oui, d'abord, je voudrais un petit peu replacer le débat par rapport à la façon dont vous avez intitulé cette table ronde, comment assurer de bonnes conditions de logement pour tous. Moi, je considère qu'il peut y avoir deux façons de répondre à cette question et deux visions. Il y a une vision quantitative, c'est-à-dire comment assurer de bonnes conditions de logement pour tous, c'est finalement faire en sorte que chacun ait accès à un logement abordable. Et comment assurer de bonnes conditions de logement pour tous avec une vision qualitative, c'est que chacun ait un logement décent avec le confort nécessaire. Et je pense que ces deux visions, quantitatives et qualitatives, elles ne sont pas opposées et que véritablement c'est aussi les objectifs que l'on doit essayer de poursuivre pour apporter des réponses à cette question plus générale que vous posez dans le cadre de la table ronde. Alors sur la vision quantitative, là encore, il y a toute une chaîne du logement. Et cette chaîne du logement, avec tous les segments de l'habitat, elle doit être prise en considération. On ne doit pas opposer le logement social au logement privé, aux structures d'hébergement, aux pensions de famille. Enfin, c'est cette chaîne du logement que si, plus particulièrement dans les territoires tendus, nous arrivons à faire en sorte qu'elle soit réamorcée et qu'elle reparte, que le parcours résidentiel pourra véritablement se faire. Aujourd'hui, la problématique, c'est que dans les territoires tendus, bien sûr, principalement, le parcours résidentiel ne peut pratiquement pas être suivi par une grande partie de nos concitoyens qui aspireraient légitimement, à un moment donné, à être entrés dans du logement social, par exemple, et à pouvoir en sortir. Mais à condition, pour en sortir, qu'ils aient aussi le produit qui correspond à la fois toujours à leurs revenus et à leurs ressources, bien sûr à leur projet de vie. Et donc c'est aussi important d'axer par exemple le développement de l'accession à la propriété, et plus directement de l'accession sociale à la propriété, parce que de fait, c'est un volet qui va permettre dans un certain nombre de territoires de dégager des places dans le parc locatif social pour des personnes qui en ont certainement encore plus besoin. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, et je pense à travers la loi Elan, comment le gouvernement, mais pas uniquement la loi Elan, mais à travers aussi les deux projets de loi de finances, les lois de finances 2018 et 2019, traite le problème de l'accession, enfin c'est pas un problème, la question de l'accession à la propriété, on peut quand même être interpellé. Parce que quand on supprime carrément l'APL accession, considérant que c'est une économie drastique qu'il va falloir faire, 50 millions d'euros l'APL accession, 50 millions d'euros, eh bien on considère que même à hauteur de 50 millions d'euros, on la supprime, total, ben, ça pénalise les primo-accédants qui aujourd'hui ne peuvent avoir véritablement que cet outil pour devenir propriétaires si ça correspond à leur aspiration. Quand on recentre les conditions d'octroi du prêt à taux zéro, eh bien de fait, c'est aussi porter un coup à ce volet dans le segment de l'habitat qui n'est pas le seul. Je ne fais pas le champ de l'accession à la propriété à tout frein, mais quand même c'est aussi une réalité qui est portée sur un certain nombre de nos territoires et qui est une aspiration aussi qu'il faut entendre. Et quand on met dans la loi Elan uniquement, ben voilà, il faut vendre plus de logements sociaux, ce qu'a dit le président Dumont, 40 000 logements sociaux qu'il faut vendre, dont on sait pertinemment que ces objectifs ne seront pas tenus, qu'aujourd'hui il s'en vend bon an, 8 000, et que si on arrivait déjà à 10 000 ou au mieux à doubler le chiffre de 8 000, mais donc on sait pourquoi ça a été mis dans la loi.
Parce que comme on a tellement ponctionné les organismes de logements sociaux, ils se sont dit, ben, voilà, on va les inciter à vendre des logements sociaux à des quantités tellement pour qu'ils puissent reconstituer leurs fonds propres, leur autofinancement qui est aujourd'hui atteint, voire neutre, voire négatif, et comme ça, ben, ils relanceront la production. Sauf qu'on sait très bien que ça ne se passera pas comme ça. Et sur le segment de l'habitat, j'insiste aussi sur le développement du parc privé, parce que c'est important aujourd'hui. Dans notre pays, le parc locatif privé, ben, il est important. Il faut aussi accompagner mieux les propriétaires, qu'ils soient bailleurs, les propriétaires occupants bien évidemment, mais les propriétaires bailleurs, et leur permettre de pouvoir remettre, si ce n'est pas déjà le cas, leur logement sur le marché, avec des loyers abordables. Et ça, c'est aussi important. Et puis bien sûr, il y a développé le parc locatif social, dont on voit, et les derniers chiffres démontrent qui sont tombés ces jours-ci, pas uniquement pour le parc locatif social, mais on l'avait dénoncé. On l'avait dénoncé au Sénat à travers la loi Elan, à travers les 2 lois de finances, en disant, attention, cette vision que vous avez, qui est une vision purement comptable, et une vision purement technocratique, elle vous conduit dans le mur, ne parlez plus de choc de l'offre, parce que ce choc de l'offre, c'est juste impossible. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on en a la concrétisation, malheureusement, moins de 400 000 logements construits dans notre pays, avec, dans le dernier trimestre 2018, un ralentissement encore plus important sur les permis de construire, sur les mises en chantier, et on voit bien que ce ralentissement est traduit par quoi? Par, bien sûr, la baisse des ventes aux investisseurs, et ça fait partie aussi du marché, par la baisse des ventes en bloc pour les organismes HLM, et par la stabilisation de l'accession pour l'instant, si ce n'est qu'elle va continuer à diminuer. Donc tout cela, c'est véritablement autant de signaux. Je veux dire, j'appartiens pas au même groupe politique que Stéphane, que Cécile, que je salue, qui est une de mes collègues dans la salle, mais je pense que véritablement, je veux dire, si on veut avoir une vision qui soit une vision pragmatique, équilibrée aussi, de la politique du logement qui doit être menée dans notre pays, avec aussi ce que disait Stéphane, pour aujourd'hui une France fracturée, faire attention parce que cette fracture territoriale, elle se traduit aussi à travers cette politique du logement, et c'est pas tout pour les métropoles, même si effectivement construire plus de logements dans les territoires tendus, c'est une évidence, mais il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on fait dans les territoires ruraux? Qu'est-ce qu'on fait dans les zones interstitielles? Parce que on ne peut pas non plus aussi considérer que nos concitoyens qui vivent dans les territoires ruraux, on doit s'en désintéresser. On doit continuer à les faire habiter peut-être dans du logement qui est un logement aujourd'hui, le logement privé, un parc social de fait, et avec des grosses problématiques aussi d'insalubrité qui n'est pas que propre de ce qu'on peut trouver dans des territoires tendus, Marseille, les Hauts-de-France, la région parisienne. Et on ne peut pas non plus dire que nos concitoyens, dans ces territoires ruraux, on va les assigner à résidence quelque part, et qu'on ne trouvera pas des véhicules qui puissent permettre d'avoir du logement neuf, par exemple, sous prétexte qu'on est en zone détendue, donc on ne construit plus dans ces zones-là. Mais je veux dire, c'est extrêmement dangereux pour la cohésion sociale et nationale de notre pays, et c'est aussi en prendre en considération, et je dirais encore plus, depuis la fin de l'année 2018, avec les événements que nous connaissons. Donc c'est tout cela, et peut-être après, dans mon intervention, je reviendrai aussi sur le foncier, parce qu'on ne peut pas traiter d'une loi sur le logement, comme la loi Elan, sans évoquer la question numéro 1, le problème numéro 1, qui est celui du foncier. Et dans cette loi Elan, on l'a dénoncé, les mesures qui visaient à la mobilisation du foncier, ou en tout cas à arriver à une certaine régulation des prix du marché, parce que sinon le marché ne se régule pas naturellement dans les zones tendues et automatiquement, bah dans cette loi, il n'y avait rien sur la mobilisation du foncier. Quelques mesurettes. Et ça, c'est véritablement extrêmement problématique lorsqu'on parle de logement dans notre pays. Sophie Rousseau, je vous ai vu approuver à plusieurs reprises. Oui, bien sûr. Alors, donc moi, je suis la représentante d'un groupe promotion privée, donc du marché, qui fait, on travaille de l'accession, on travaille aussi avec des bailleurs à qui on vend des opérations. Donc, c'est un sujet multifacette, donc je ne vais pas rentrer dans tous les aspects, mais pour reprendre ce qu'a dit Madame Estrosi-Sassone sur le qualitatif et le quantitatif, nous, Quartus, pour vous dire, c'est 300 collaborateurs. Hein, on n'est pas les majors de l'immobilier, donc on n'est pas dans le quantitatif, on n'a pas du tout la même force de frappe. Par contre,
importante, effectivement, de travailler sur, j'allais vous dire, un, le qualitatif, et deux, là, je saisis la balle au bon, le sujet du foncier. Le sujet du foncier, on est bien sûr, on n'a pas le même sujet entre l'Île-de-France, où on a une pression foncière, et puis je pense les zones du Sud-Est aussi, où on a une pression foncière exacerbée, où la question première, c'est celle du foncier, que lorsqu'on va travailler, et on le fait, nous, côté des Quartus, parce que, notamment, on a une filiale logistique, donc on travaille beaucoup dans le périurbain, en milieu quasi rural, voilà, on est dans ces espaces interstitiels, et là, on n'est plus du tout sur des problématiques de questions de foncier, mais on est sur d'autres types de problématiques, et qui sont aussi des problématiques d'équipement, de désertification. C'est vrai qu'on ne peut pas parler du logement, je pense, sans englober aussi le fait qu'il y a la véritable question de on ne peut plus faire des zones dortoirs, et quels sont les services, qu'est-ce qu'on amène aux gens qui vivent dans ces conditions-là. Donc pour revenir sur le foncier, je vais être assez concrète. Nous, on essaie de travailler aussi sur des montages un petit peu différents, parce que le problème du foncier, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que les gens, effectivement, ont besoin... On ne peut pas aussi taper sur les gens qui vendent leur terrain en disant qu'ils veulent vendre trop cher, mais souvent, c'est eux, leur capacité d'autofinancement pour eux-mêmes racheter autre chose, ils ont besoin de cette vente-là ou leur vente de leur appartement. Donc on est dans ce cercle vicieux à partir du moment où le prix du foncier a été fixé au démarrage. Ensuite, le promoteur va vendre avec son bilan de promotion qui fait qu'il y a un prix de sortie. La personne va revendre avec une attente de plus-value pour pouvoir acheter plus grand, pour pouvoir évoluer. Donc il faut effectivement traiter la question du choc foncier au démarrage. Et là, on est en train de tester des nouvelles choses qui vont être permises notamment par la loi Elan, comme l'Office foncier solidaire, l'OFS, donc avec le palier réel solidaire qui est une déclinaison du Community Land Trust qui a été pratiqué aux États-Unis. D'ailleurs, je crois que c'était Bernie Sanders qui était le sénateur du Vermont qui avait mis ça en place, et qui est pour le coup un modèle. Alors le palier réel solidaire, en fait, c'est vraiment décorréler la propriété du foncier du bâti. Donc de manière mathématique, on décote le prix du bâti, mais ce qui veut dire aussi qu'il va falloir que les gens acceptent de ne plus être propriétaires du foncier, mais d'être propriétaires de volume, puisqu'il y aura un office foncier solidaire qui restera propriétaire du foncier. Et d'être propriétaire de volume. Et à plus de ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on met en place des méthodes de calcul lorsque un propriétaire dont ces volumes revend. Il y a des méthodes de calcul pour éviter justement ces plus-values et ces effets très spéculatifs. Voilà. Là, on est en train de le tester, pour tout vous dire. On fait un projet qui est en concours, qui est à Paris, puisque Paris a annoncé sa volonté. Lille, je crois, a été la première ville. Voilà, Paris est en train de le faire. On en parlait avec monsieur le maire Jarry avant qu'il parte, sur Nanterre aussi, ça a été voté. Je pense que Saint-Denis doivent avoir tout le monde, voilà, toutes les villes doivent avoir les mêmes réflexions. Alors c'est très prometteur. Maintenant, on parle de 15 logements, hein, donc voilà, on ne traite pas la question du quantitatif. On est encore dans l'expérience. Donc c'est une solution, mais ça ne peut pas être la seule. Il y a en Île-de-France des communes qui bloquent les prix de foncier et les prix de sortie. Alors là, ça va vous étonner, un discours d'un promoteur immobilier. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Le problème qu'on a, c'est que comme toutes les communes, et on parlait dans la première table ronde de la compétition entre les communes, ben, on se retrouve dans des effets d'aubaine, c'est-à-dire, par exemple, de Paris-Ivry, vous dépassez le périphérique, il y a 3 000 ou 4 000 mètres carrés, 4 000 € le mètre carré d'écart. Donc vous avez énormément de gens qui ne peuvent plus habiter dans Paris, qui partent dans les zones, mais en attendant une plus-value, en disant peut-être un jour les prix seront débloqués. Donc il faut aussi éviter ça. Voilà, donc je pense que la question du foncier, en tout cas, là j'ai plus parlé du foncier parce qu'on est effectivement sur un public plus Île-de-France, mais voilà, me semble le sujet sur lequel on doit tous agir. Martin Choutet, je vous vois noter, votre feuille est quasiment pleine, donc avant de... Allez-y. On a eu plusieurs thèmes à aborder. Là, ouais. Oui, je travaille au SIAO de Paris. Le SIAO, c'est un service qui existe maintenant dans chaque département et qui a vocation à réguler l'accès à l'hébergement pour les personnes sans domicile fixe et à travailler aussi sur les questions de sortie de ces dispositifs d'hébergement, notamment par l'accès au logement social. C'est précisément le sujet sur lequel je travaille, donc sur Paris. C'est vrai qu'on est tous sensibilisés, en particulier pendant justement les périodes hivernales, sur la situation des personnes qui sont sans abri. On sait pourtant tous que le problème se pose toute l'année, du premier au dernier jour de l'année, que ce n'est pas une question saisonnière, c'est même une question récurrente, et pour laquelle on continue souvent à réagir avec des réponses un peu urgentistes. J'en prends pour exemple les ouvertures récentes de centres qui ressemblent vraiment à des camps de réfugiés, hein, où dans un gymnase on est capable d'installer des tentes les unes à côté des autres.
Et tout ça, c'est souvent le fruit d'un manque d'anticipation, on y reviendra dans un instant, mais on voit bien que ces réponses d'urgence sont profondément insatisfaisantes. Et elles sont insatisfaisantes notamment parce que le dispositif d'hébergement lui-même est complètement embolisé. Pour vous donner une illustration, sur Paris, aujourd'hui, on recense très précisément 3500 ménages, soit 7000 personnes, qui sont hébergées dans les dispositifs publics et qui ne font plus qu'attendre un logement social, qui n'ont entre guillemets plus rien à y faire. Et le fait que des personnes doivent rester comme ça en hébergement est évidemment très dommageable, à la fois d'abord pour elles-mêmes, mais aussi en termes de régulation. On n'a pas de place pour ceux qui sont à la rue, et on a des places qui sont en partie occupées par des personnes qui devraient être dans le logement social. Voilà. Pour autant, on ne peut pas dire que rien n'était fait. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand on regarde assez objectivement, on voit que les budgets consacrés à l'hébergement ont explosé, plus 235% depuis 2006 en Ile-de-France, hein, c'est loin d'être anodin. On est aujourd'hui à plus de 100 000 places d'hébergement en Ile-de-France, c'est 50% de plus qu'il y a 3 ans. Alors, c'est certainement pas à voir d'abord comme une réussite, c'est d'abord malheureusement le constat encore une fois d'un échec, c'est-à-dire qu'on répond par des méthodes urgentistes à des situations qui sont connues, qui devraient être davantage anticipées et qui devraient davantage trouver leur réponse dans des réponses de droit commun, l'accès au logement et notamment l'accès au logement social, plutôt que dans des palliatifs qui s'ajoutent les uns les autres. Quand on regarde où sont partis ces crédits supplémentaires, conséquents encore une fois, eh bien ils sont partis essentiellement sur l'ouverture de places supplémentaires à l'hôtel. On parlait des pensions de famille à l'instant, ce sont des excellents projets, des petites unités de vie pour des personnes notamment assez socialisées. On a aujourd'hui au SIAO 17 demandes pour une place dans ce type de projet. Et bien on voit bien que les évolutions sont beaucoup plus mesurées, pas à pas, que quand il s'agit de mettre de l'argent sur la table pour mobiliser en urgence des places d'hôtel supplémentaires. Voilà, même si encore une fois la situation du mal logement ne se résume pas à ces situations les plus extrêmes de personnes qui sont à la rue, je crois que c'est important d'en parler parce que faut garder toujours attention sur ces situations les plus critiques. Alors après, de notre place, on peut identifier un certain nombre de freins qui pourraient mériter du débat et puis pour être levés. Je vais en citer quelques-uns. Il y en a un premier qui est la question de la gouvernance des politiques du logement. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui d'abord des approches qui sont encore parfois trop départementalisées. On a un contraste, parfois des décisions sont prises au niveau national et on leur reproche, mais parfois des décisions sont prises au niveau local sans prendre en compte un intérêt général plus large. Je prends un exemple sur, par exemple, la concentration de la demande qui se fait aujourd'hui sur Paris et dans une certaine mesure dans le 93 également. Paris aujourd'hui concentre 36% des demandes d'hébergement, 50% des ménages qui sont reconnus prioritaires au titre du DALO, 75% des ménages prioritaires au titre du DALO qui attendent depuis plus de 10 ans, 50% des demandeurs de l'Île-de-France qui attendent un logement social depuis plus de 10 ans, et en face, on a 15% des attributions de logements sociaux. Donc une demande suivant les indicateurs qui varie entre 35 et 50% de la demande la plus critique, et 15% des attributions de logements sociaux. Évidemment, quand on est acteur associatif, avec plusieurs gros collectifs, on écrit au préfet de région et on lui dit « ça serait quand même peut-être bien de mutualiser le contingent de l'État dans la région ou dans la métropole, eh bien, pour qu'on n'ait pas d'abord une gestion de chaque contingent de l'État par le préfet du département, mais peut-être dans une vision un peu plus partagée. » Eh bien, on écrit 2 fois et on n'a pas de réponse, ce qui pose à la fois une question de fond sur le rapport de la société civile avec les politiques. Hein, l'absence de réponse, ça veut dire quoi? On veut espérer que c'est autre chose que de l'ignorance ou du désintérêt, mais quand même, comment est-ce qu'on alimente un débat national toute l'année, quoi, hein? Et puis, sur le fond, qu'il n'y ait pas de réponse pour mieux mutualiser, nous pose question. Une autre illustration, c'est les millefeuilles administratifs. Hein. On sait bien qu'on a d'un côté des APL qui sont décidés au niveau national, de l'autre des politiques du logement qui voudraient être plus locales, mais quand on regarde bien, l'hébergement est encore dans la main de l'État. Donc on a d'un côté l'État qui pilote l'hébergement, les collectivités locales qui devraient être plus en pointe sur la question du logement, mais encore une fois, quand on dit politique élus locaux plus en pointe sur le logement, ben, c'est pas eux qui ont la main sur les APL, et puis c'est pas eux qui ont la main non plus sur toutes les attributions de logement. C'est-à-dire qu'on a aussi d'autres acteurs, Action Logement et d'autres. Bref, on a quand même parfois un millefeuille qui fait que c'est un peu complexe, et qu'on a parfois un peu l'impression qu'il n'y a pas un pilote assez bien identifié, et donc quelque part derrière des responsables bien identifiés, et qu'on est un peu dans une nasse, et qui fait qu'à chaque fois, on a tendance à chercher un peu les leviers qui sont partagés en trop de mains. Stéphane peut le... Voilà, je voulais reprendre juste sur un ou deux autres points qui me paraissent importants pour poser le décor.
c'est justement sur la question de l'accès au logement social. Vraiment, je ne peux pas plaider pour autre chose que notre attachement au logement social et au modèle du logement social tel qu'il est aujourd'hui. Simplement, je pense que pour qu'il soit reconnu à sa juste valeur, il a quand même un effort significatif à faire, il me semble, sur l'accès des ménages les plus démunis. On a quand même là un point de tension, et c'est parce qu'on trouve que le logement social a de la valeur, est important, qu'on veut être exigeant vis-à-vis de ça. Et je citerai au moins 2 exemples sur ce sujet-là. Aujourd'hui, à Paris, 70% des ménages qui rentrent dans le parc social sont en CDI. C'est quasiment le même taux sur l'ensemble de l'Île-de-France. Les demandeurs sont 50%. Donc on a bien une surreprésentation des ménages en CDI et une sous-représentation des ménages plus précarisés. Paris et l'Île-de-France. Sur l'Île-de-France, on doit être à 65%. 65% des ménages qui rentrent dans le parc social sont en CDI. Ce n'est pas suffisamment représentatif de la gravité des situations et de l'évolution du marché du travail qui s'est précarisé. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui ne sont pas en CDI et qui doivent pouvoir rentrer dans le logement social. Un deuxième exemple, c'est sur la loi égalité-citoyenneté qui a pris une mesure extrêmement intéressante, qui est de dire 25% des attributions de logements sociaux hors quartier politique de la ville doivent être consacrées aux 25% des ménages les plus pauvres. Finalement, c'est simplement garantir aux 25% des plus pauvres, entre guillemets, leur part, leur dû. C'est le minimum, c'est bien le minimum. Et bien aujourd'hui, concrètement, dans la région, on est autour de 10 ou 11% des attributions pour les ménages du premier quartile. Voilà. Donc les ménages les plus pauvres, les plus démunis, ont quand même un problème d'accès au parc social qui est préoccupant. Et je pense que pour rendre parfaitement légitime le parc social ce qu'il est, il faut qu'il prenne toute sa part dans le relogement des ménages les plus exclus. Et encore une fois, quand on voit qu'il y a des conférences du logement, on travaille sur ces sujets-là, etc. en ce moment, on voit les difficultés que c'est d'aboutir, qu'une loi qui a été votée il y a 2 ans n'est toujours pas appliquée. Enfin, c'est vraiment pénible, hein. On est très engagé sur la conférence du logement de Paris, on voit les reports de réunion en réunion, la difficulté de l'État à s'accorder avec les collectivités locales pour quelque part rendre simplement opérant le droit. Et ça interroge toujours quand il y a des lois qui sont votées d'un côté, des bonnes lois, parce que sincèrement, 25% des logements pour les plus pauvres, c'est bien ce qu'on leur doit, et les difficultés derrière pour les réaliser. Et je donnerai juste une illustration très concrète, parce que parfois on pourrait être tenté de se dire, en fait les logements n'existent pas, ou on promet des choses mais on ne peut pas les donner. Et bien, je vous donnerai juste un exemple. On a fait le compte. Il y a eu 600 studios à moins de 370 € attribués sur Paris dans le parc social sur une année de sondage. 15% avaient été attribués à des ménages au RSA. Tous étaient à un niveau de loyer accessible à des personnes qui ont le RSA, les personnes isolées. Il y en a 15% qui avaient été attribués. Donc ce n'est pas simplement un manque de ressources, c'est aussi des choix d'attribution et d'allocation des ressources existantes. Voilà. Pardon, j'ai simplement une remarque. Ça n'est pas obligatoirement l'organisme HLM qui refuse d'accueillir. Simplement qu'il y a des réservataires. Et les réservataires viennent d'où? Viennent de l'entreprise qui a apporté son 1%, qui est redistribué. Et si ces logements existent, c'est parce que le 1% a apporté sa contribution. Et que le système du 1% paritaire, MEDEF et l'ensemble des syndicats, exigent que leurs compagnons de travail, leurs camarades de combat, soient dans ces logements. Enfin, là, je fais un peu ça. Sauf que le RLS, plutôt la RLS, la réduction du loyer social, a permis de constater où étaient les personnes APLisées. Dans une ESA, là, du côté de Valenciennes, je crois que ça doit atteindre presque 80% de la population accueillie qui ont l'APL. Et puis, je ne citerai pas son nom, mais à Paris, c'est de l'ordre de 20%. Et sur l'Île-de-France, pour ce gros groupe, c'est 30%. Mais c'est un groupe qu'on considère comme ayant une puissance économique, d'intelligence de travail, etc., assez exceptionnelle. Il ne s'est développé qu'au service, puisqu'il était lui-même collecteur, je fais simple, hein, il était au service des salariés, des entreprises qui contribuaient à la construction de ces immeubles et de ces logements. Peut-être, pour débattre de cette question-là, on a précisément une très bonne illustration. Vous rebondissez sur le sujet d'Action Logement. Peut-être qu'Action Logement a pris des habitudes de favoriser les salariés qui travaillent en CDI dans l'entreprise. Mais qu'est-ce qu'on fait des personnes qui travaillent en intérim? Oui, non, mais d'accord. Ce que je pointe, c'est que
Est-ce qu'on a un modèle qui favorise ceux qui sont en CDI dans l'entreprise, ou est-ce qu'on a un modèle solidaire qui est capable de prendre en compte les intérimaires qui viennent bosser dans l'entreprise, ceux qui sont en contrat court dans l'entreprise, ceux peut-être qui ont cotisé pendant très longtemps quand ils avaient un boulot, avant d'avoir un accident de la vie, qui se retrouvent au chômage, et après ils ont cotisé pendant 20 ans, et on vient leur dire vous n'êtes pas éligible à Action Logement, ou alors c'est des jeunes. Non, mais c'est intéressant de comprendre. Mais c'est très intéressant, c'est une illustration très concrète des évolutions du secteur. C'est-à-dire que c'est très important, cette diversité des financeurs, et pourquoi pas l'Action Logement. Mais je dis encore une fois, le monde du travail a évolué aussi. Il faut que les acteurs comme Action Logement puissent aussi s'adapter et reloger davantage des ménages qui sont au chômage, des jeunes qui vont bosser demain, des personnes qui ont eu l'accident de la vie, qui ont bossé hier, etc. Stéphane Peu. Ouais, enfin, bon. Le problème, c'est que si on... moi, je m'efforce depuis de longues années qu'on milite les uns et les autres sur cette question du logement, à essayer, quels que soient les gouvernements d'ailleurs, à essayer que le monde du logement fasse bloc face aux politiques publiques qui ont quand même affaibli la politique du logement dans notre pays depuis un certain nombre d'années, pas seulement sous ce gouvernement-là. Moi, je vais prendre un exemple très concret, puisqu'on parle de la région parisienne, mais c'est valable dans d'autres endroits. J'ai présidé longtemps un organisme d'environ 20 000 logements à Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte, Stein, tous les coins bucoliques de la région parisienne. Il n'y a pas si longtemps, 10 ans, sur les 20 000 logements que nous gérons, il y avait 11% de déménagement tous les ans. 11% de gens qui partaient, soit qui partent à la retraite, soit qui achetaient dans le privé, soit, qui partaient. Donc tous les ans, il y avait 2000 logements à attribuer, hormis toutes les constructions nouvelles. 2000 logements. Aujourd'hui, sur ce même organisme HLM, il y a 4% de rotation. Et donc, on est passé de 2000 logements par an à 850 par an. Plus de la moitié moins. Donc ça fait des gens qui sont sur les listes d'attente, qui attendent plus longtemps. Et alors, pourquoi ça? Parce que même jusqu'en 2005, même si la situation commençait à se dégrader, passer du logement social au logement privé, acheté ou loué, était une marche dans le parcours résidentiel. Mais une marche dès lors qu'on avait un parcours professionnel ou social ascendant, ce qui est quand même encore le cas de quelques personnes, qui était une marche franchissable. Mais aujourd'hui, cette marche est devenue un mur. C'est devenu un mur. Sur la ville de Saint-Denis, un loyer dans le parc HLM, il est entre, selon la date du logement, entre 5 et 7 euros du mètre carré. Dans le secteur privé, je parle même pas, même parfois ancien et neuf, on est entre 18 et 23 euros du mètre carré. Donc vous voyez bien le différentiel. Il est insupportable pour la plupart des ménages. Donc on ne peut pas leur en vouloir de rester. Tout simplement qu'ils n'ont pas le choix. Et donc on revient toujours à la même question. Alors forcément, quand vous avez 850 logements, et que par ailleurs vous avez affaibli tout un série de secteurs, parce que moi je suis très attaché au 1% logement. Très attaché. Il a souvent été dans le collimateur des politiques publiques. On a voulu le fiscaliser, souvent, et on veut toujours le fiscaliser. Or, c'est un élément important. C'est d'abord parce que c'est géré de manière paritaire, même si on peut considérer que le MEDEF est une place trop prépondérante, mais c'est un autre débat. Il est géré de façon paritaire, et c'est le fruit du salaire différé. Donc c'est une source. Voilà, le logement HLM en France, il a comme particularité d'avoir 3 piliers de financement. Il a l'épargne populaire adossée au livret A avec une banque publique qui bonifie ses prêts, qui les met sur le long terme, c'est-à-dire en dehors des critères des marchés financiers classiques, et qui permet d'avoir par le long terme et la bonification des prêts un emprunt qui supporte des loyers modérés, d'avoir des aides publiques, d'État et des collectivités locales, de moins en moins de l'État, de plus en plus des collectivités locales, et le 1% logement.
Mais le 1% logement, il est passé d'une contribution des entreprises de plus de 10 salariés avec la loi Boutin, aux entreprises de plus de 20 salariés, et avec la loi Elan, aux entreprises de plus de 50 salariés. Donc, ce qui veut dire que le champ des ayants droit au couloir d'accès au logement HLM via le 1% s'est considérablement réduit. Et la crise du logement étant telle qu'aujourd'hui, ce n'est plus une crise, et c'est là où il y a une difficulté, ce n'est plus une crise qui touche les plus pauvres, surtout dans les zones tendues comme celle qu'on a citée tout à l'heure, et l'Île-de-France en particulier. C'est une crise qui touche bien sûr les plus pauvres, en premier lieu les plus pauvres, mais qui touche toutes les couches moyennes, et même aujourd'hui, dans Paris intramuros, certaines couches dites moyennes supérieures. Parce que les prix sont tels que vous ne pouvez plus vous loger. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, s'agissant de l'Île-de-France, surtout de grâce, je sais que quand on est provincial, on peut voir ça comme quelque chose d'assez homogène, mais ça n'a rien d'homogène. Il n'y a pas plus ségrégué que la région parisienne. Il y a un ministre, Chevènement pour ne pas le nommer, qui en 99, quand il était ministre, disait qu'on allait tout droit vers un apartheid urbain en Île-de-France. C'était en 99. Qui peut dire que depuis 99, on est allé vers plus de solidarité, plus d'équilibre social en région parisienne? C'est l'inverse. Tout le monde sait que c'est l'inverse. Et donc, la situation qui est décrite, par exemple, pour Paris, n'a rien à voir, mais rien à voir avec la situation de la Seine-Saint-Denis. Mais rien à voir. Rien. Ni sur le nombre d'appellisés, ni sur les critères d'attribution, ni rien. Ni sur les prix. Et enfin, pour conclure sur cet aspect-là, il faut que tous les responsables publics assument leur choix. Moi, on parlait tout à l'heure du foncier, de l'encadrement des prix des promoteurs, tout ça. Moi, j'ai été en responsabilité sur l'agglomération de Plaine Commune et de Saint-Denis. On a encadré les prix de vente des promoteurs, on a encadré les prix de vente du foncier, et même si ça a couiné un peu au début par ceux qui se faisaient contraindre, je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand on fait des réunions de promoteurs immobiliers, ou qu'on en faisait, j'en fais moins maintenant, mais qu'on en faisait, récemment encore, tout le monde plébiscitait des politiques d'encadrement et de régulation, parce qu'on a réussi à maintenir un marché dynamique. Mais, je suis désolé, mais la ville de Paris, bon, ils ne sont pas là pour se défendre, donc je ne vais pas... Mais quand, ces 10 dernières années, vous avez par exemple un secteur comme les Batignolles, qui est un secteur à aménager et à construire, et que la ville de Paris, qui vient une société d'aménagement, a la responsabilité directe de cet aménagement, considère que le premier critère pour retenir un promoteur immobilier sur l'aménagement des Batignolles, c'est la surenchère qu'il va faire sur son voisin pour acquérir du foncier. On a, je suis désolé de le dire, je l'ai dit aux intéressés, une ville de Paris qui est le premier agent spéculatif sur les terrains, et donc par voie de conséquence, les conséquences sur les prix de vente. Et donc on a aujourd'hui des logements en Batignolles qui se sont vendus, certains connaissent ça mieux que moi, à 10 000, 11 000, 12 000 euros du mètre carré, ce qui est totalement hallucinant. Au Batignolles, qui est le long du périphérique. Et vous franchissez le périphérique et vous avez des logements qui se vendent à 4 000, 4 500, 5 000 euros, grand maximum, en tout cas à Saint-Denis. Ça a augmenté avec le palais de justice. Non, je parle de la plaine Saint-Denis. La plaine Saint-Denis, de l'autre côté. Oui, non, mais ou Saint-Ouen, à l'époque où il y avait encore une volonté politique d'encadrer les choses. Et donc, tout le monde ne peut pas se déresponsabiliser à ce point. La politique du logement, ça ne peut pas être une politique de communication, de coûts, voilà, c'est une politique qui doit se faire dans la durée, qui se fait avec des décisions politiques courageuses, assumées, avec une vision sur ce qui doit être une économie non pas administrée, mais une économie mixte entre des secteurs privés et un secteur public qui obéit quand même à un moment donné à l'intérêt général. Sur le foncier, Patrick Jarry le disait, aujourd'hui on crée le grand métro parisien.
On crée le grand métro parisien, il va y avoir, rien qu'en Seine-Saint-Denis, je crois qu'il y a 25 gares qui vont être créées. Il y en a, j'ai plus le chiffre en tête à l'échelle de toute la région Île-de-France, mais je crois qu'il y a 70 ou 80 gares qui vont être créées avec un nouveau grand métro. C'est un projet gigantesque d'aménagement de la région Île-de-France. On s'est battu et on n'a pas obtenu. Personne ne va maîtriser le foncier aux abords de ces gares. Personne. Et donc, vous allez avoir un immense investissement public pour faire un grand métro et des gares, et vous allez avoir aux abords de ces stations de métro une spéculation naturelle, puisqu'il va y avoir un métro, donc la valeur des terrains et des biens sera plus élevée, mais au nom de quoi ce qui est produit uniquement par de l'investissement public doit être capté par des intérêts privés. Et c'est pas jeter l'opprobre sur les gens qui vont en bénéficier, c'est juste que le système tel qu'il fonctionne se prive de la capacité d'aménager autour de ces gares. Et alors après, que va-t-il se passer? On va nous dire on ne pourra pas faire de logement social parce que ce serait trop cher, les terrains seront trop chers, donc on va faire des bureaux et encore des bureaux, et on va faire du logement de standing ou du logement privé. Et puis après, on s'étonnera que toutes les petites mains qui font fonctionner Paris et le cœur de la métropole, ils sont obligés d'aller habiter, non plus à 20 km, mais à 30, 40, 50 km, qui prendront leur bagnole et qu'un jour, ils mettront un gilet jaune parce qu'ils n'en pourront plus. Voilà. Et donc, à force de continuer les mêmes erreurs qui est celle depuis très longtemps de Paris et de la région Île-de-France, qui est la relégation sans cesse un peu plus loin des milieux les plus populaires et les plus modestes, on est en train de fabriquer des métropoles qui sont fracturées socialement, et c'est tout le contraire d'une société inclusive, de la mixité, qui fasse que les villes soient supportables à vivre et à faire du commun. Dominique Estrosi-Sassonne, on voit donc, comme vient de le souligner Stéphane Peu, toutes les politiques mises en place au cours de ces dernières années n'ont pas marché. Il faut quoi, repartir d'une feuille blanche, et qu'est-ce qu'on met sur cette feuille blanche? Vaste question. Non, je voudrais juste rebondir sur quelques interventions, celle de Martin Schulté sur... c'est une conception du logement social. Vous savez, aujourd'hui, on peut envisager qu'il y a trois conceptions. Il y a la conception universelle, la conception généraliste, qui est celle qui est aujourd'hui le modèle que nous portons dans notre pays, et la conception résiduelle. Mais moi, je pense que la conception résiduelle, ça serait une erreur considérable, parce que c'est quand même réservé le parc social, et effectivement aux ménages qui sont les plus pauvres, la conception résiduelle, au regard de la conception généraliste, qui est notre modèle, et qui aujourd'hui réserve le logement social en fonction de plafonds de ressources. Et je pense que ça serait une erreur, mais une erreur y compris pour les personnes les plus modestes et les personnes en plus grande précarité qui seraient uniquement accueillies, ou en tout cas dans une grande majorité, dans les logements sociaux. Encore une fois, pour apporter des réponses, ça passe quand même d'abord et avant tout par produire plus de logements, sur toute la chaîne du logement. Si on arrive, et dans notre pays ou dans un certain nombre de territoires, là où sont les besoins clairement identifiés, à une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de logement, ben je pense que ces problématiques-là, qui sont réelles et auxquelles vous faites référence, elles seraient effectivement moins prégnantes. Autre intervention sur les problématiques de budget. Aujourd'hui, et quand vous disiez est-ce qu'il faut repartir d'une page blanche, je ne suis pas sûr qu'il faille repartir d'une page blanche. Je pense qu'aujourd'hui, on a intérêt véritablement à ce que la politique du logement, elle continue à être portée au niveau national. Parce que c'est l'intérêt général qui concerne l'ensemble de nos concitoyens au regard d'un logement. Après, qu'il y ait des politiques qui soient territorialisées, qu'on s'inspire de ce qui est fait dans un certain nombre de territoires, que l'on prenne en considération des dynamiques qui sont créées dans des territoires pour apporter effectivement de véritables réponses à cette problématique du logement en lien avec les déplacements et l'emploi. Oui, mais je pense que l'État doit encore jouer tout son rôle dans une politique du logement. Et malheureusement, on peut peut-être s'inquiéter de ce qui est sous-tendu derrière les lois de finances auxquelles j'ai fait référence, y compris derrière la loi Elan, à travers quand même ce qui nous inquiète les uns et les autres. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui appartient au groupe des Républicains qui vous parle.
mais qui, voilà, je pense qu'au niveau du logement, moi je suis attachée à cette pragmaticité, et puis à tenir compte de l'ensemble des besoins de nos concitoyens sur l'ensemble des territoires. Et le risque, c'est, on le sait tous, hein, c'est la privatisation derrière. Et il faut éviter qu'il y ait soit un transfert total des compétences vers les collectivités locales, d'abord parce que les collectivités locales, même si elles sont extrêmement volontaristes dans le domaine de la politique du logement, et on en a, et c'est très bien ainsi, je veux dire, elles ne peuvent pas tout faire. Et comme l'a dit aussi Stéphane, aujourd'hui, il faut quand même s'interroger sur l'État qui n'assure plus une péréquation budgétaire et financière, qu'elle soit directe, cette péréquation, à travers des subventions, ou qu'elle soit indirecte, à travers l'ensemble des DGF, des DGE, enfin. Donc ça, c'est une réalité aussi aujourd'hui à laquelle nous sommes les uns et les autres confrontés, et dont on ne peut pas se satisfaire véritablement. Et puis enfin, pour terminer sur le foncier, c'est vrai que j'ai entendu, en arrivant à la fin de la première table ronde, M. Jarry qui disait le prix du foncier, c'est pas ce qui va faire baisser le prix du logement. Ben, moi, je pense, alors, en tout cas dans le territoire dans lequel je suis, qui est un territoire aussi très tendu, hein, la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et plus particulièrement le département des Alpes-Maritimes, moi je pense que quand même, la question numéro 1, elle est là-dessus. Et pourquoi chez nous, comme l'a dit Stéphane, moi j'ai été, quand j'étais adjointe et aussi présidente d'un office public de l'habitat qui gérait 20 000 logements, et aussi à la métropole Nice-Côte d'Azur, on a fait des chartes de partenariat privé-public avec les promoteurs, avec les bailleurs sociaux, signées par l'ensemble des communes qui étaient concernées dans la métropole, par particulièrement l'article 55 de la loi SRU. Comme le disait Stéphane, les promoteurs au début, pour certains d'entre eux, n'étaient pas très chauds, on les a un petit peu brusqués, on a encadré les prix, que ce soit les prix de vente en VFA et les prix de vente en accession sociale à la propriété, en accession à comaîtrisée. Les promoteurs nous disaient, grand Dieu, ça ne marchera pas, et bien total, ça marche. On a des clauses de revoyure pour effectivement adapter notre document et le rendre vivant et s'adapter, mais ça marche parce qu'on était parti du constat que dans un territoire comme celui du département des Alpes-Maritimes, les prix du marché de l'immobilier ne se régulaient pas naturellement et que si à un moment donné il n'y avait pas une intervention forte, on pourrait... Alors c'est pas la solution à tout, bien évidemment, sur toutes les... mais voilà, il y a des moyens, les collectivités locales s'en saisissent, mais il ne faut pas que l'État se désengage totalement, et aujourd'hui, nos inquiétudes, elles sont quand même là-dessus. Martin Chautet. Ou Sophie, vous... Non, je voulais juste ajouter quelque chose sur l'encadrement. Alors, je dis quelque chose qui ne plairait sans doute pas à la Fédération des promoteurs, ou je sais pas, mais moi, en plus, j'ai eu un passage dans le public avant d'être revenu chez Quartus, donc je l'ai vécu. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on réfléchisse sur l'encadrement, tout ce qui est typologie de logement. Et aujourd'hui, ok, on proroge le Pinel jusqu'en 2021, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu des opérations de logement entièrement vendues à des investisseurs. On le sait, c'est pas pérenne, c'est-à-dire que tous vont sortir au bout de la période de défiscalisation. Donc va être mis sur le marché un ensemble de logements qui auront perdu leur valeur parce qu'il y aura une suroffre dans le bâtiment. On le sait aussi qu'un locataire va entretenir moins bien qu'un ménage propriétaire. Donc tout ça, ça pose quand même beaucoup de questions. Et comme on est dans une surenchère et qu'il y a un problème, il y a plus de demandes que d'offres, en tout cas en région parisienne, en gros, on met un logement sur le marché, il se vend. Voilà, on n'a pas le sujet. Donc si on n'essaye pas d'être soit par la contrainte, soit parce qu'on a une responsabilité du promoteur, des acteurs, des différents acteurs, de se dire il faut qu'on soit un peu plus intelligent, il faut que ça soit pensé. Ça peut venir par la contrainte, parce que la contrainte va driver aussi le marché. Donc je disais là sur les typologies d'acteurs de logement, aussi sur la taille moyenne qui ne fait que diminuer. Donc il faut parler de cadre de vie. Je veux dire, quand on fait vivre les gens, je crois qu'il y a 20 mètres carrés de différence dans la taille moyenne d'un logement dans l'ancien et dans le neuf. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours ce cercle vicieux, parce que le prix faisant, on a moins de capacité d'achat. Donc on est obligé de faire des logements plus petits pour que les gens puissent les acheter. Mais quand on a aujourd'hui 4 personnes qui vivent dans un 50 mètres carrés, dans des régions très denses, c'est pas vivable. Et c'est pour ça le nombre de gens qui veulent quitter la région parisienne devrait tous nous inquiéter en se disant mais pourquoi donc il y a cette question-là. La question aussi, et là on doit nous, la profession, faire notre autocritique sur la qualité aussi des logements qui ont pu être faits. Parce que le problème, c'est que le promoteur s'est beaucoup positionné sur il fait, puis il s'en va.
Nous, on essaye, par exemple, sur Coactus, de travailler là-dessus pour rester dans l'opération en tant qu'opérateur de service et rester tout le long de l'opération. Alors, c'est pas le sujet qu'ont les bailleurs c'est le contraire, ils sont là pendant les 50 ans. Nous, à la limite, on part, que le logement était fait, peut être bien fait, pas bien fait, c'est pas très grave. Et il faut aujourd'hui avoir cette vision, c'est pour ça qu'on va essayer de se positionner sur du long terme. Donc j'ai ça. Et puis le dernier point, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais moi ça me semble très important et je l'ai beaucoup vécu quand je travaillais en fait, notamment sur les NPNRU, Porte de Montreuil, Porte de Bagnolet. Aujourd'hui, notamment la question du pied d'immeuble. En fait, le mal logement, ça passe aussi par un ensemble de petits symptômes comme le petit commerce qui s'en va. Ça fait qu'on reste avec un commerce vide, ça crée de l'insécurité, c'est la carrière. Tout ça, c'est des petits phénomènes qui, mis bout à bout, quand on va interroger les gens, c'est-à-dire que quand ils appellent leur bailleur ou autre parce qu'ils ont des souris, des rats, on leur répond pas. C'est plein de petites choses qui, cumulées, font qu'après, on se retrouve dans du mal logement. Et notamment, moi, j'ai été très frappée par la question vraiment des rez-de-chaussée, des commerces. Alors ça y est, on s'en saisit. Hein. La question du rez-de-chaussée, elle n'avait pas vraiment été saisie par le politique. Et on en parle beaucoup. Il y a la Caisse des dépôts a lancé son action cœur de ville. Mais l'a lancée sur 222 communes de 20 000 habitants. Il faudrait aussi s'intéresser aux territoires denses, où on la voit aussi, cette désertification dans les quartiers. Le centre-ville de Saint-Denis, tu connais ça par cœur Stéphane, mais tous ces secteurs très denses qui ont ce problème-là aussi. Il faut qu'on soit très attentif à cette question du pied d'immeuble, de ne pas avoir des loyers trop élevés pour permettre à des gens qui ont envie de s'impliquer sur les territoires de s'implanter, leur donner les moyens de développer leur commerce, leurs usages, leurs services. Et ça aussi, c'est une question importante. Martin Chautet. Oui, je vois qu'on partage largement la question de la régulation absolument nécessaire sur ce marché du logement qui n'est pas un marché ordinaire, sur un bien qui n'est pas un bien ordinaire, mais un bien de première nécessité. Donc là-dessus, je crois qu'il y a un consensus. Je pense qu'on se rejoint aussi facilement sur l'idée qu'il n'est pas question de défendre l'idée d'un parc social qui serait résiduel, mais bien un parc généraliste, ouvert largement, et pas simplement qu'aux plus démunis, puisqu'il y a toute une chaîne du logement. Peut-être aussi évidence qu'il faut construire davantage et jamais lâcher ce côté-là dans une perspective d'aménagement du territoire, mais donc à la fois dans les zones très urbanisées, mais aussi les autres, en tout cas le sujet de la construction. Simplement, je voulais juste souligner à nouveau le fait qu'on ne peut pas non plus attendre ou remettre toujours à plus tard le jour où on aura construit suffisamment, alors le marché sera suffisamment régulé pour que les plus pauvres puissent y accéder et qu'on mettra fin au sans-abrisme. Voilà. Je crois que ça a été dit aussi tout à l'heure que la production qui a été augmentée en Ile-de-France ces dernières années n'a pas eu comme impact immédiat le fait que plus de gens sont sortis du parc social. Au contraire, et ça vous l'avez rappelé à juste titre, il y a plutôt une diminution des attributions dans le parc social dans la région, malgré les efforts de construction de logement social et de logement privé. Donc, je veux juste insister sur le fait qu'il ne faut jamais perdre de vue que autant il ne faut pas que le parc de logement social soit résiduel parce que droit des pauvres, pauvres droits, autant il faut avoir une attention particulière sur ces publics et au moins garantir qu'ils aient un nombre de logements sociaux suffisamment conséquent pour garantir une fluidité au dispositif d'hébergement, que les 25% des ménages les plus pauvres aient bien accès aux 25% des logements, voilà, et qu'on soit attentif à ces sujets-là. Non pas pour opposer les uns les autres, mais il y a aussi un côté très pragmatique et concret qu'on est, hélas, évidemment, mais dans une concurrence de public. Voilà. Et que ce n'est pas toujours les plus démunis qui sont les mieux placés pour se faire entendre. Et c'est souvent les perdants de ces concurrences entre publics. C'est tragique d'avoir une concurrence entre publics, donc encore une fois, créons plus de logements et du logement régulé, maîtrisé, sans le lâcher dans un marché qui entraîne des prix inaccessibles. Mais n'attendons pas des grandes transformations pour aujourd'hui améliorer l'accès des logements des plus démunis. Avant de prendre des questions dans la salle, et puis Jean-Louis Dumont, allez-y, et puis... Non, je voulais simplement dire que le mouvement HLM avait fait des propositions à l'arrivée du nouveau gouvernement. Logement accompagné, logement adapté, par rapport à l'hébergement, nous donner la maîtrise d'ouvrage, avec les associations qui accueillent, qui accompagnent les gens en souffrance, les gens en difficulté, les gens dans leur fragilité. Donc il y avait un vrai plan à faire. On a dit non, le marché il pourvoira. Voilà la réalité des choses. On a une ligne de RLS qui est à 800 millions cette année. On sait que Bercy veut doubler. Il veut doubler, ça veut dire que des organismes HLM qui avaient des compétences, des capacités, eh bien, n'auront plus la capacité de faire. Voilà. Alors, donc, on est dans une situation où vos questions risquent
non pas d'être posée, mais de devenir simplement une réalité empirée. Alors, sur le foncier, alors merci à un promoteur privé d'avoir parlé de l'OFS. Il y a 5 ans, c'était une nouvelle ministre qui arrivait, à qui je disais, le bail, je n'ai pas été plus loin, c'est vieux, c'est ancien, on n'en parle plus. Ben, l'OFS, c'est un bail, mais qui est accompagné d'une location. Donc, le propriétaire, moi je viens de la campagne, vous savez, la propriété foncière, c'est sacré, ça a une valeur, même s'il y a des épines dessus. Bon, eh bien, cette valeur, il faut respecter le propriétaire, mais il faut éviter la spéculation, il faut de l'encadrement. Donc aujourd'hui, vous avez rappelé le nombre de logements nécessaires dans la diversité des statuts, des statuts. Eh bien, le mouvement HLM, c'est sa mission, c'est la mission que la nation lui a confiée. Nous ne payons pas les actionnaires, on craint maintenant qu'on nous oblige peut-être à le faire. Les communes ont des offices qui s'adossent aussi bien à un département qu'à une commune. On a d'autres opérateurs, les coopératives HLM, qui ont une vocation non seulement à l'accession à la propriété, mais aussi au logement social. On avait à une époque un banquier que le gouvernement très rapidement Moscovici a cassé. Donc, nous sommes prêts, mais nous ne pouvons pas nous battre seuls. On va voir dans les jours qui viennent ce que Bercy fera. Et nous sommes partenaires de la promotion privée, avec la VFA, avec les qualités et les défauts que ça représente. Donc nous ne pouvons qu'améliorer le service rendu aux demandeurs et aux locataires. Merci, on va prendre 2-3 questions dans la salle, mais très rapidement.